se connectent. Donc, tout d'abord, j'aimerais ça me présenter. Je suis Sonia Bémel, je suis coordonnatrice scientifique chez Agiro et j'ai été chargée de projet en limnologie chez Agiro, donc je suis là depuis 10 ans maintenant. Et je suis également PDG de Watershed Monitoring et aussi professeur associé de l'Université Laval. Et la présentation et toute l'information qui est présentée a été recherchée ensemble dans le cadre d'une énorme revue de la littérature avec Claude Lavoie, qui est professeur titulaire de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional à l'Université Laval, qui est également spécialisé dans les espèces exotiques envahissantes. Monsieur Claude Lavoie, il est présent aussi à distance, donc il pourrait compléter pour certaines questions qui pourraient être, éventuellement être posées. Le projet de cette revue de la littérature a été réalisé dans le cadre d'un financement du ministère de l'Environnement à la lutte contre les changements climatiques. Donc, le titre de la rencontre, Nouveaux regards sur le myriophylle à épis et ses méthodes de lutte. Cette webconférence durera, en termes de présentation, environ 40 minutes, suivie de 20 minutes environ de période de questions ou plus long si vous le souhaitez. Donc, je vais d'abord vous faire une petite mise en contexte. Un instant. J'ai un petit problème avec ma présentation. Et voilà. Donc, en fait, Monsieur Lavoie et moi avons commencé la discussion sur les questions sur la myriophylle à épis l'année passée, suite à un article paru au mois d'août 2020 sur la lutte contre la myriophylle à épis au lac Sergent. Et notre questionnement était à quel point est-ce qu'une lutte est effectivement justifiée. Donc, quel est l'impact réel de la myriophylle à épis sur les lacs, sur l'environnement des lacs, puisqu'il y a beaucoup qui disent que les lacs, la myriophylle à épis peut détruire les lacs et les rivières. Donc, on voulait vérifier cette hypothèse. On voulait également discuter de l'impact de la myriophylle à épis sur les utilisateurs des lacs. On se posait également des questions sur la lutte, quels sont les impacts de la lutte elle-même contre la myriophylle à épis sur les lacs. Et s'il y a une lutte, quelle est la meilleure méthode de lutte? Donc, en fait, l'objectif était d'opposer, dans le cadre d'une revue de la littérature, nos deux regards. Donc, le regard un petit peu du côté de la limnologie, qui est la science des lacs, et le regard d'un biologiste spécialiste dans la lutte contre les espèces envahissantes. Donc, pour vous remettre un petit bref retour sur c'est quoi la limnologie, la science des lacs, c'est une science qui est relativement récente, elle a été formalisée par M. Forel à la fin du 19e siècle en Europe, et elle a comme particularité que c'est une science qui inclut beaucoup de sciences, c'est-à-dire nous avons tout l'élément de la biologie, donc dans le cas des lacs, toute la chaîne trophique dans les lacs, elle a beaucoup d'éléments de la géographie, l'hydrologie des lacs. Vous connaissez bien les différents types de lacs, les grandeurs, les flux, les intrants, ce qui sort, les temps de résidence. Il y a également des très grands éléments. J'ai un petit commentaire ici qu'on ne voit pas. Est-ce que vous le voyez maintenant? Ah oui, parfait. Donc, il y a évidemment aussi un très grand élément de la géologie qui influence les lacs. Donc, les lacs qu'on trouve sur le bouclier canadien au nord du fleuve Saint-Laurent ne réagissent pas du tout comme les lacs qu'on trouve dans les Appalaches. Et ça, justement, il y a des liens très importants qu'on a ensuite par rapport à toute la bathymétrie des lacs, par rapport à leur géologie, la climatologie, la zone climatologique dans laquelle elles se trouvent, qui vont avoir des influences sur le physique, les échanges physiques et chimiques et donc biologiques d'un lac. Donc, les lacs, c'est des espèces, si on veut, très complexes. Elles sont également pas toutes seules. Vous connaissez tous les concepts de bassin versant.
Mais il faut se rappeler aussi qu'un lac est en contact multiple avec les eaux souterraines qui ont leur chimie spécifique, les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, les vents, pour l'apport notamment en oxygène pour la circulation des eaux. On a également toute la question des dépôts éoliennes. Pour un des exemples les plus connus au Québec, c'est l'effet des pluies acides dans les années 80 qui ont contribué énormément à l'acidification des lacs, qui maintenant est plus ou moins estompée à cause des efforts qu'on a faits pour réduire les pluies acides. Et ce qu'il faut se rappeler dans toute la présentation que je vais vous faire, c'est que les eaux de surface forment des écosystèmes qui sont complexes dans les facteurs biotiques et abiotiques qui fonctionnent en étroite interaction. Donc, c'est toujours un peu dangereux pour un lac de vouloir trop simplifier les échanges. Donc, quand on parle du phosphore, quand on parle de l'azote, quand on parle des plantes aquatiques, il faut toujours garder en tête que généralement, tout est un petit peu plus compliqué qu'on pense. Donc, une simplification trop, je vous dirais, quand on va simplifier à des traits, à dire c'est le phosphore l'élément limitant d'un lac, c'est trop simplifié, puis on passe à côté de beaucoup d'éléments concomitants dans les lacs. Donc, les eaux et leurs bassins versants, la cuvette du lac et les bassins versants sont donc biologiquement, physiquement et chimiquement liés d'un point de vue fonctionnel et imbriqués d'un point de vue spatial et temporel avec les compartiments adjacents du système. Et en plus, pour terminer pour l'introduction, que chaque lac possède sa propre histoire, donc sa genèse, la création, que ce sont des lacs au Québec qui ont été créés généralement à la fin de la dernière glaciation, il y a 12 000 ans, et selon leur forme, leur profondeur, leur situation géographique, ainsi que leur évolution naturelle et avec l'influence anthropique, sont tous à des stades très différents. Donc, chaque lac est une étude de cas en soi. Maintenant, j'aimerais aussi revenir sur la notion d'espèces exotiques envahissantes. Il y a une très belle définition qui vient du ministère qui dit une espèce exotique envahissante est un végétal, un animal ou un micro-organisme, virus, bactérie ou champignon ou d'autres, qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Son établissement ou sa propagation peuvent constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. J'ai mis en gras peuvent parce que c'est pas nécessairement toujours le cas que des espèces exotiques envahissantes sont une menace. Et aussi, les éléments que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est qu'ils peuvent constituer une menace pour l'environnement, mais pas seulement. Ça peut être aussi une menace pour l'économie ou la société. Donc, avant de décider si on veut ou ne pas lutter contre une espèce exotique envahissante, on doit vérifier si il y a effectivement des effets sur l'environnement, l'économie ou la société. Il se peut qu'il n'y ait pas d'effet, il se peut qu'il y ait des effets négatifs et il se peut qu'il y ait des effets positifs. Il en va d'ailleurs de même pour les espèces envahissantes qui ne sont pas exotiques mais natives, comme par exemple pour le Canada, l'élodée du Canada. Donc, la méthodologie, la manière qu'on s'est pris, Monsieur Lavoie et moi, je ne vous le dirai pas en détail, mais en fait, on a fait une sélection de dossiers qu'on voulait vérifier. En fait, on voulait se poser vraiment la question, à quel point est-ce que c'est justifié de dire que la myriophylle IP est effectivement une menace pour les lacs. Et on a voulu vérifier également à quel point que les méthodes de lutte sont efficaces ou ils peuvent aussi avoir des effets négatifs sur les lacs. Et on a fait toute une revue de la littérature, une sélection de plus que 200 documents. On a fait également, c'est notamment M. Lavoie qui l'a fait des suivis auprès de personnes qui avaient publié des documents, à savoir à quel point plusieurs années après publication, les résultats avaient changé, s'il y avait des nouvelles perspectives.
On a fait la lecture, le résumé de lecture, on a eu des discussions et on a également opposé nos conclusions à des experts, différents experts dans la matière de l'Université du Paraguay, Laval, la Ville de Québec et l'Université de Montréal. Donc, nous avons également voulu vous remettre aussi en perspective quelle est la fonction des plantes aquatiques nonobstant s'ils sont envahissantes et exotiques et envahissantes. Donc, tout d'abord, il faut se rappeler que les plantes aquatiques sont très importantes pour un lac. Elles stabilisent les berges. Elles ont un effet de filtration très important. Donc, c'est vraiment un effet purificateur qu'ils ont pour un lac. Et en plus, ils représentent un habitat très important pour les poissons, les oiseaux et les micro-organismes. En fait, sans eux, on n'aurait pas des lacs qui étaient à toute fin pratique viables. Elles créent de l'ombrage et en plus d'être esthétiques. Donc, généralement, elles contribuent de manière importante à clarifier les eaux. Ils sont vraiment, en fait, un énorme filtre pour le lac, pour permettre aussi un recyclage efficace d'éléments nutritifs. Ensuite, il faut aussi voir qu'un lac, en fait, en milieu naturel, on recherche tout le temps un certain équilibre. À partir du moment qu'on observe dans le temps d'une vie humaine un changement important dans un lac, on peut dire qu'il est passé d'un état il a été déséquilibré par un impact. Des fois, on ne le voit pas, des fois, on le voit un petit peu plus sur le plus long terme, et souvent, c'est lié à des apports plus importants d'éléments nutritifs, ou bien, dans les cas contraires, les réductions importantes d'éléments nutritifs. Donc, il faut voir un lac jamais dans sa cuve elle-même, juste le lac, qui ce serait le processus interne, mais il faudrait savoir qu'est-ce qui rentre dans le lac, qu'est-ce qui provient du bassin versant et aussi potentiellement des sédiments des lacs, parce que l'élément qu'on oublie souvent, c'est que dans les processus des lacs, il y a des éléments nutritifs qui rentrent dans le lac, il y en a qui sortent par l'exutoire, mais il y a une très, très grande quantité d'éléments nutritifs qui se déposent dans les sédiments et qui sont normalement séquestrés dans les sédiments, qu'on ne veut plus qu'ils soient relargués. Et généralement, il y a deux grands mécanismes de relargage d'éléments nutritifs dans les sédiments des lacs. Un, c'est les processus internes, les échanges physico-chimiques et biologiques entre les sédiments et les eaux interstitielles. Et l'autre, c'est vraiment la mécanique, notamment par les bateaux à moteur à propulsion mécanique, généralement. Donc, il faut donc voir, pour chacun, on doit déterminer qu'est-ce qui rentre dans son lac. Donc, normalement, dans les lacs de villégiature, c'est l'urbanisation, les rejets des installations septiques, qu'elles soient conformes ou non conformes, il y a toujours des apports importants en azote. Il y a des apports également en phosphore. Il y a des apports en micro-éléments qui proviennent de nos douches, les médicaments. Donc, il y a toute une panoplie de résidus, en plus de tout ce qui s'accumule sur les surfaces imperméabilisées, les matériaux de construction, l'asphalte, etc., les hydrocarbures, qui ont tous un effet sur tout le milieu, qui est en soi très complexe. Donc, on a une partie de ce qui rentre, qui se dépose dans les sédiments, comme j'ai mentionné, une bonne partie également qui sort, et en fait, généralement, plus qu'on a des intrants, plus qu'on va avoir potentiellement une prolifération des cyanobactéries, potentiellement une hausse des herbiers aquatiques, des cyanotoxines et généralement une baisse de la valeur foncière et des usages récréatifs quand le lac est vraiment eutrophisé ou envahi par des plantes de manière très importante. Donc, on s'est attaqué à savoir par rapport aux éléments nutritifs, justement, l'azote et le phosphore, comment que la myriophylle AIP, pour revenir à notre sujet, d'où proviennent les nutriments que les myriophylle AIP utilisent de préférence. Donc, est-ce qu'elles puisent ces nutriments des sédiments ou de l'eau libre?
On s'est également posé la question à quelle quantité que les myriophiles épis émettent les éléments nutritifs dans notre plan d'eau en cours de croissance, à la maturité, à la sénescence, donc lorsqu'elle se dégrade. On voulait vérifier aussi si les éléments nutritifs qui sont libérés par la myriophylle sont utilisés par les périphytons, qui sont les microalgues qui se collent sur les plantes aquatiques, ou par le phytoplancton, qui sont les algues qui flottent dans la colonne d'eau, comme par exemple les cyanobactéries, mais il y en a d'autres. Et le myriophylle à épis, on voulait savoir donc, est-ce qu'il agit comme une pompe à éléments nutritifs pour le lac, qui sont des hypothèses qu'on voulait vérifier. Et on voulait aussi savoir si la réduction d'éléments nutritifs, donc les intrants, réduit la prolifération du myriophylle à épis. En fait, la réponse n'est pas simple dans le sens que je vous épargne de vous expliquer les détails pour aujourd'hui, mais les échanges, comme vous pouvez voir dans les images à droite, on a illustré de manière très simplifiée les échanges de phosphore et d'azote dans un lac. Donc, la réponse n'est pas facile à trouver en termes d'études en laboratoire ou encore bien moins in situ, mais selon les résultats de notre recherche, c'est que de la littérature, c'est que la myriophylle à épis va prendre essentiellement ses nutriments dans les sédiments, c'est-à-dire qu'il va puiser le phosphore dans les sédiments, une partie également de l'azote, mais il peut aussi puiser les éléments nutritifs directement de la colonne d'eau, notamment quand les eaux sont très eutrophes. Il perd également les éléments nutritifs lorsque ces tissus commencent à se décomposer et le phosphore profite au phytoplancton, mais on ne sait pas exactement lesquels. Donc, il y a tout un recyclage au niveau du phosphore et de l'azote qui est entamé par la plante aquatique, qui est partiellement relibéré dans la colonne d'eau, mais qui est également résédimenté, mais tous les compartiments ne sont pas bien explicités. Donc, l'autre élément qui est vraiment important, et ça les chercheurs insistent beaucoup là-dessus, c'est que le myriophylle à épis, tout comme d'autres plantes aquatiques, sont un support pour les périphytons, qui sont les microalgues qu'on voit dans la loupe, qui s'attachent auprès des plantes aquatiques et qui puisent énormément d'éléments nutritifs dans la colonne d'eau et fort probablement au détriment justement des cyanobactéries. Par contre, une fois que ces plantes meurent à l'automne, il y a une partie qui va se résédimenter et sortir aussi par l'exutoire du lac. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que la myriophylle à épis est probablement une pompe à phosphore et d'azote des sédiments vers l'eau, mais l'hypothèse que le myriophylle à épis agit comme une pompe à partir des sédiments et qu'une éradication du myriophylle à épis pourrait réduire d'autres expressions de l'eutrophisation, c'est-à-dire qu'il y a moins d'autres algues, qu'elles flottent ou qu'elles soient attachées, est potentiellement fausse. C'est plus complexe que ça. L'hypothèse que l'éradication du myriophylle à épis pourrait augmenter la disponibilité des éléments nutritifs dans la colonne d'eau pour servir aux cyanobactéries, par exemple, devrait être davantage considérée dans la prise de décision. Donc, autrement dit, si on enlève la myriophylle à épis ou d'autres plantes aquatiques, on pourrait potentiellement avoir plus d'azote et de phosphore dans la colonne d'eau qui peut servir à d'autres espèces d'algues, comme par exemple les cyanobactéries. Mais, et ça c'est toujours ça, sur ça qu'on veut revenir, c'est qu'aucune hypothèse n'est valable si on ne tient pas compte du système dans son ensemble, physique, biochimique, géochimique, météorologique, climatique, et les apports qui rentrent. Et j'aimerais attirer votre attention en particulier sur l'image de droite, où ce que, de manière complexe pour le lac Simcoe, on essaie de démontrer à quel point que les échanges des plantes aquatiques avec les sédiments sont importants, mais aussi à quel point que les sédiments et les micro-organismes qui agissent dans les sédiments sont importants pour le recyclage d'éléments nutritifs et pour le potentiel de
autant de les garder dans les sédiments, donc les séquestrer dans les sédiments ou de les relarguer. Et ça, c'est un processus qui dépend énormément de la géologie du lac à la base, la biologie qu'on permet de se laisser se développer dans les sédiments. Donc, on va revenir sur cet élément-là, vous allez voir. Et aussi potentiellement sur le relargage d'éléments nutritifs par les processus de relargage mécanique, que ce soit la navigation ou que ce soit par d'autres actions d'action mécanique. En fait, on a trouvé une seule étude où on a fait l'état d'un lac sur plus ou moins les mêmes méthodes, notamment par rapport à la relevée des plantes aquatiques sur près de 150 ans au lac Starnberg en Allemagne, qui ont montré qu'il faut d'abord réduire les sources externes d'éléments nutritifs et la suspension des éléments nutritifs par l'activité nautique avant de voir une réelle réduction de la prolifération des plantes aquatiques, peu importe l'espèce. Donc, autrement dit, on revient à une quantité de plantes aquatiques qui est ce que le lac a besoin, entre guillemets, pour gérer les éléments nutritifs. Donc, on peut de cette façon-là réduire de manière générale la prolifération de plantes aquatiques. On a également regardé pour la question par rapport à l'oxygène, c'est-à-dire est-ce que le myriophylle AP engendre-t-il une hausse et ou une baisse d'oxygène? En fait, il faut se rappeler que un lac reçoit l'oxygène, notamment par les échanges entre l'atmosphère et l'eau. Donc, ces fonctions, plus que l'eau est fraîche, plus que vous êtes en basse altitude, plus qu'il y a un potentiel d'échange entre les deux. Et ça peut être, avec les vents, la friction avec le vent, ça peut être augmenté. Et on reçoit également de l'oxygène par des rivières, plus que les rivières, les eaux des rivières sont fraîches, donc qui viennent des rivières qui ont été bien ombragées, plus qu'elles vont être riches en oxygène et vont pouvoir servir comme une source d'oxygène pour un lac. Et il y a également une source d'oxygène qui est la photosynthèse, mais notamment du phytoplancton, beaucoup moins des plantes aquatiques comme les myriophylle AP, et qui vont amener de l'oxygène, mais ces mêmes plantes aquatiques, s'il y a une très, très grande production dans les premiers mètres, elles vont également, lors de leur décomposition, consommer l'oxygène qui est dans le lac et amener à une réduction importante de l'oxygène dans les eaux plus profondes. Et c'est là souvent ce qu'on connaît quand on a un lac eutrophe, qu'on dit qu'un lac qui a une forte productivité de microalgues, donc phytoplancton, cyanobactéries, dans les premières colonnes. C'est aussi ce même lac-là qui va avoir un maximum de décomposition vers le bas. Et c'est un peu ça qu'on a voulu vérifier par rapport à la myriophylle AP. Donc, un herbier très dense de myriophylle AP peut engendrer une demande biologique en oxygène à la hausse et une baisse de la concentration en oxygène dissous dans les couches d'eau, près de la surface du sol, donc proche des racines, ce qui s'expliquerait par une bonne partie par la décomposition des tissus de la myriophylle AP. Donc, potentiellement, il peut y avoir une plus grande consommation d'oxygène, mais ces travaux-là qu'on a pu trouver, M. Lavoie et moi, ont surtout été faits dans les lacs ou des estuaires fortement envahis, et le petit nombre d'études effectuées à ces jours évite à la prudence quant à conclure un bouleversement de l'écosystème lacustre. Autrement dit, la myriophylle ne va pas avoir cet effet-là plus qu'une autre plante aquatique. Donc, d'avoir un bouleversement à cause de la myriophylle AP par rapport au bilan d'oxygène, c'est pas possible. Puis ça, c'est un élément qui est important aussi. Ce qu'on a trouvé dans les études qui faisaient état de cette question-là n'avaient pas fait un vrai bilan d'oxygène à plusieurs saisons, à plusieurs dates dans l'année. Donc, on ne savait même pas quel était le réel bilan de l'oxygène à ce lac-là de manière générale sur tout le lac. Et on est allé vraiment juste sur les herbiers de la myriophylle AP. Donc, à prendre avec une grande pincette
par rapport à ce que le myriophylle a un effet négatif sur l'oxygène. Ensuite, on s'est posé la question que est-ce que la présence du myriophylle à épi a-t-elle pour effet d'augmenter la cyanobactérie lors de sa naissance? Autrement dit, au moment qu'elle meurt, est-ce qu'elle va donner assez d'éléments nutritifs pour les redonner dans le lac pour favoriser la croissance des cyanobactéries? Et l'autre élément, c'était est-ce que la présence de la myriophylle à épi en période de croissance a-t-elle pour effet de réduire les cyanobactéries? En fait, ce que nous avons trouvé comme résultat, c'est qu'il y a probablement un effet de compétition des éléments nutritifs entre les macrophytes, autrement dit la myriophylle, mais autres plantes aquatiques également, les périphytons qui poussent sur ces plantes-là, d'un part, et le phytoplancton, les cyanobactéries, d'autre part, mais il y a encore trop peu de connaissances à cet effet. On a quand même trouvé plusieurs études où c'était non négligeable la quantité d'éléments nutritifs qui étaient notamment consommés par les périphytons. Quand on parle d'éléments nutritifs qui proviennent du lac, donc directement de la colonne d'eau. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on ne s'y attendait pas, bien honnêtement, c'est qu'on a trouvé au moins 9 expériences en laboratoire ou en mésocosme qui montrent de manière convaincante que le myriophylle à épi peut tuer par les polyphénols les cyanobactéries. En fait, notamment, ils émettent les polyphénols qu'ils émettent vont tuer de préférence la microcystis et l'anabéna. Donc, ça est de manière très efficace. Par contre, il n'avait aucune étude effectuée au milieu naturel. Mais, c'est on a observé au lac Saint-Charles à Québec, qui est un lac qui est le principal réservoir d'eau potable de la ville de Québec, qui est un lac qui est très étudié, où on prend plus que 300 échantillons sur les cyanobactéries depuis plus de 10 ans à 15 stations. Donc, nous avons un portrait spatio-temporel très détaillé sur ce lac-là, autant pour les cyanobactéries, les fleurs d'eau de cyanobactéries qui sont suivies sur une base quotidienne également pour surveiller les efflorescences depuis plus de 10 ans. Et on a également, de manière récurrente, aux 5 ou bien aux 4 ans selon les effectifs, un suivi très détaillé de l'ensemble des plantes aquatiques et leur diversité qu'on peut trouver dans le lac. Et le lac Saint-Charles, il est passé d'un état en 2007 où on avait, comme vous pouvez voir en orange, toutes espèces confondues, une relativement faible prolifération de plantes aquatiques, mais où on voyait de manière importante des très grandes fleurs d'eau de cyanobactéries. La photo que vous avez tout à l'heure, qui était très verte, venait du lac Saint-Charles, et que toute la baie de l'Écho, comme on l'appelle, était couverte à plusieurs reprises, 2007-2008. Le bassin sud, ici également, était très couvert. Et le lac, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour votre information, la partie nord a environ 16 mètres de profondeur, c'est le lac naturel. La partie sud, elle a 4 mètres et demi, 5 mètres de profondeur maximale, et c'est la partie qui a été créée par un barrage dans les années 30 et rehaussé dans les années 50. Mais c'est notamment depuis 2011 qu'on voit une prolifération rapide et massive de plantes aquatiques, en fait de toute espèce, dans le bassin sud, notamment la myriophylle à épi, dans certains secteurs, et dans le bassin nord, davantage par l'élodée du Canada. Et depuis, on n'a pas eu d'autres efflorescences de cyanobactéries massives. On a eu des petits, mais il n'y en a pas eu des massives. L'hypothèse qu'on avait, ou qu'on a toujours, qu'on avait avant la revue de la littérature, c'était que les plantes aquatiques consommaient avec le périphyton suffisamment d'éléments nutritifs dans le lac pour être en compétition avec les cyanobactéries. Maintenant, ça rajoute l'hypothèse, est-ce que la présence massive de myriophylle à épi a également un effet sur les cyanobactéries si on veut, en cyanocide? C'est des hypothèses qu'on veut tester dans les prochaines années.
force est de constater qu'on a presque plus de cyanobactéries depuis qu'on a une présence importante des plantes aquatiques. Donc, on serait passé d'un état d'équilibre de 2007, beaucoup de cyanobactéries, peu de plantes aquatiques, vers l'état de nouveau équilibre de beaucoup de plantes aquatiques, très peu de cyanobactéries, mais qui font, dans les deux cas, état d'un milieu surnourri en éléments nutritifs. On a également posé l'hypothèse, pour maintenant arriver à la faune et la flore, que le myriophylle à épis est en compétition avec les espèces indigènes de plantes aquatiques et a un effet sur la richesse et la diversité des plantes indigènes et les poissons. D'abord, j'aimerais souligner que c'est vraiment difficile à faire comme état des lieux parce que dans la plupart des cas, les études ne vont pas nécessairement, en fait, dans la plupart des lacs, l'ensemble de la chaîne trophique telle qu'elle est illustrée dans cette image est souvent pas du tout établie ou seulement partiellement établie. Donc, c'est une démonstration qui est difficile à faire et la manière, ce qu'on a trouvé dans les revues de la littérature, c'est que de manière générale, il y a moins d'invertébrés épiphytes sur les myriophylla épis que sur les autres macrophytes. Donc, autrement dit, les invertébrés, les tout petits zooplanctons en quelque sorte, ne préfèrent les macrophytes indigènes, mais cela peut varier beaucoup d'un site et d'un moment de l'année à un autre. On a également trouvé dans la littérature que certaines espèces de poissons profitent des herbiers de myriophylla épis, notamment les petits herbivores, donc ceux qui aiment les plantes, et d'autres qui les évitent. Par contre, on a également l'hypothèse que les poissons les évitent parce qu'il y a moins d'oxygène dissous dans le fond des herbiers et on n'a pas pu comparer ça avec d'autres types d'herbiers. On a également trouvé dans les revues que certaines invertébrés vont brouter le myriophylla épis malgré la haute teneur en phényl de ces tissus. Mais de manière générale, la plante ne fait pas partie de la diète des poissons brouteurs. Mais en conclusion sur la faune, c'est que c'est toujours difficile de conclure que le myriophylla épis réduit la biodiversité en raison d'un manque de données disponibles. Et comme je disais tout à l'heure, en tous les cas, on manque d'informations sur l'ensemble de la chaîne trophique, bien souvent sur un lac, pour pouvoir tirer des conclusions quelconques. Par rapport à la flore, en fait, les études sur l'effet de la myriophylla épis sur la richesse et la diversité des plantes indigènes, elles sont très rares. Il n'y a que 3. Autrement dit, on n'a pas l'information qu'il faut pour pouvoir constater d'une manière quelconque que la myriophylla épis compétitionne réellement les plantes aquatiques dans un lac à un point tel de complètement mettre en déséquilibre l'écosystème. Il y a également eu des hypothèses, à savoir le myriophylle peut-être disparaître de lui-même. En fait, ce qu'on voit souvent, puis là je ne vais pas vous lire tout, mais on voit souvent qu'il y a des plantes qui poussent mieux une année qu'une autre, peu importe l'espèce, et c'est pareil pour les myriophylla à épis. Tout dépend des conditions météorologiques. C'est comme votre jardin de légumes, les années de grande chaleur, suffisamment de pluie, assez d'éléments nutritifs, d'engrais, vont pousser mieux que dans d'autres années. Donc, c'est la même chose un peu pour les plantes aquatiques. Et encore une fois, c'est seulement l'étude très long terme sur le lac Starnberg en Allemagne où ce qu'on a pu faire état d'un déclin de tous les macrophytes, les myriophylla épis inclus, suite à la réduction d'éléments nutritifs et la réduction de la suspension d'éléments nutritifs des sédiments. En fait, on a réduit de manière importante la circulation des bateaux et on a limité la quantité de quais auxquels les gens avaient le droit pour stationner leur bateau à moteur. Donc, cela nous amène à la grande question, lutte contre le myriophylla épis, pourquoi qu'on la ferait? En fait, moi, si j'avais une réponse à vous donner, ça dépend de votre plan d'eau.
Dans le cas où on a un lac de villégiature où on veut se baigner, qu'on veut circuler sans rester pris, c'est une raison pour le faire, mais il faut réfléchir comme il faut, comment on va y arriver. Dans le cas du lac Saint-Charles, la seule raison pourquoi qu'on le ferait, ce serait parce que peut-être le myriophylle AP prend beaucoup de place en termes de, pour en fait prendre beaucoup de place en termes de volume et que ça peut réduire potentiellement le réservoir d'eau potable pour la ville de Québec. Mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que le myriophylle AP a vraiment un impact réel sur le lac? Si oui, est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Quelle est la balance entre les deux? Et on doit aussi se poser la question que si on lutte, comment et avec quel impact? Parce que quand on lutte par l'arrachage, on crée la perturbation des sédiments. Le bâchage peut avoir un effet important entre les échanges, les sédiments et la colonne d'eau. On le voit très bien dans l'image au milieu que les échanges sont très importants. Et aussi l'élément qu'on ne doit pas perdre de vue, est-ce que le bâchage, quel est l'effet du bâchage sur les macro-invertébrés qu'on trouve dans les sédiments qui sont très importants par rapport à la décomposition de la matière organique. Ils font partie de tout le système du lac qui est à toute fin pratique un grand réacteur biologique qui nettoie nos lacs. Donc, si on fait une lutte, il faut faire une lutte holistique à court, moyen et long terme. Et par rapport à l'arrachage, c'est que il y a plusieurs façons de faire de l'arrachage. On le fait avec des plongeurs manuels qui donnent des excellents résultats, mais c'est très intensif, surtout les premières années. Elle ne peut pas être éradiquée complètement de cette façon-là, mais on peut vraiment réduire sa densité à un point tel que l'effort d'arrachage ne représente plus qu'une fraction de ce qu'il était à l'origine. Il faut éviter l'arrachage mécanique parce que c'est vraiment, à moins d'être très, très contrôlé, puis c'est fait pas partie de la présentation, mais il faut vraiment y penser. Il faut prendre beaucoup de précautions avant de le faire. Et on doit avoir, notamment autant pour l'arrachage que pour le bâchage, une planification stratégique que je vais en venir. On a regardé beaucoup par rapport au bâchage, parce que ça, c'était mon élément qui m'inquiétait beaucoup, c'est que si on bâche, à quel point est-ce qu'on crée une barrière entre les sédiments et l'eau du lac, qu'on tue également toute la chaîne alimentaire benthique de la zone littorale. Et ce qu'on a trouvé, c'est que de manière générale, il y a trop peu d'études. Par contre, on a quand même trouvé que on tue évidemment tout ce qu'on trouve sous une bâche, mais on doit aussi tenir compte qu'on a fait des études sur du bâchage seulement de court terme, c'est-à-dire c'est qu'on met une bâche pendant quelques semaines, quelques mois, à partir de la période de croissance des plantes aquatiques pour la stopper. On a enlevé les bâches par après et la population s'est régénérée. Ce qu'on n'a jamais conclure ou de trouver une conclusion, c'est que si on fait du bâchage avec les jutes, à quel point est-ce que une population peut potentiellement se régénérer. Et ce qu'on n'a pas pu non plus vérifier, c'est quel est l'impact long terme de la jute sur un lac, parce qu'après tout, la jute, c'est une matière organique qui se décompose et qui va également potentiellement avoir un impact sur le lac. Donc, on vient d'ajouter un autre poids, si vous permettez l'expression, sur le lac. Donc, autrement dit, aucune étude long terme n'existe à savoir quel est l'impact du bâchage sur le recyclage des nutriments, interface eau-sédiment, ni sur le pourcentage de bâchage pour une superficie donnée, pour un lac donné. Autrement dit, à partir de combien de bâches est-ce qu'on peut amener le lac sur un point de bascule vers trop peu de plantes aquatiques et davantage de phytoplancton cyanobactéries? Donc, si on lutte, on doit suivre des recommandations générales.
c'est de réfléchir avant d'intervenir. Faut-il intervenir? On doit construire, si on intervient, construire un programme d'action holistique adapté au site. On doit réfléchir comment intervenir sur le terrain, quelles sont les techniques, et ça au pluriel, de gestion mettre en œuvre, quelles précautions qu'on doit prendre pour éviter la dispersion des plantes en aval de votre lac et dans votre lac. On doit également regarder, après l'intervention sur le terrain, comment gérer les déchets issus de l'intervention de gestion. On doit trouver des moyens d'évaluer l'intervention et surtout, comment qu'on assure l'efficacité à long terme de l'intervention. Et dans toute la revue de la littérature, on a trouvé un seul, et on est presque terminé dans la présentation, on a trouvé une seule histoire à succès. Et c'est en fait une baie du lac Tahoe en Californie, où ce qu'on a fait la lutte contre la myriophylle apis dans une baie qui est plutôt contrôlée par rapport à ce qui rentre, ce qui sort dans cette baie-là. Mais on l'a vraiment fait de manière vraiment réfléchie. On a fait d'abord un suivi écologique détaillé sur 2 années consécutives. Ensuite, on a mis en place un plan de contrôle, un plan de suivi pendant et après a également été mis en place sur plusieurs années. Donc, on a, à partir d'un inventaire très détaillé de la densité, la répartition de la myriophylle apis et d'autres espèces, on a fait des plans par secteur où ce qu'on a planifié l'arrachage par les plongeurs, succession et manuel, en prenant toutes les précautions pour pas qu'il y ait dispersion. On a fait utiliser le bâchage, mais toujours en utilisant du débâchage. On a mis des barrières pour éviter qu'il y ait de la prolifération. On a fait limiter la circulation des embarcations. On a mis en place un plan de suivi à long terme pour avoir une détection précoce de nouvelles implantations, une réponse rapide. On a également pris un engagement à long terme pour l'enlèvement d'entretien annuel. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, que même si le coût initial était élevé, il y a une économie à long terme. Et on a tout alentour du lac des plans très efficaces de réduction des contaminants à la source. Je vous passe un peu les constats généraux sur les études parce que j'aimerais plutôt conclure. Il faut se rappeler pourquoi qu'on lutte réellement. On doit s'assurer que les raisons correspondent avec les bons objectifs et les bonnes façons de faire si on lutte. Chaque lac et bassin versant est une étude de cas et devrait être évaluée de manière holistique avant, pendant et après les interventions. La lutte devrait faire partie d'un plan holistique de gestion du lac et de son bassin versant en tenant compte des plans d'eau en amont et en aval, parce que vous n'êtes pas plus avancé ou en fait vous pouvez nuire à d'autres si vous faites une lutte contre la myriophylle, elle peut se propager chez vos voisins en aval. Et si en amont ils font rien, vous allez toute votre lutte, vos interventions seront en vain également. Il faut faire vraiment attention à la navigation des embarcations à propulsion mécanique parce que non seulement elles remettent en suspension de manière importante les sédiments, mais c'est vraiment les propagateurs principaux entre lacs et dans votre lac même. Donc, on doit regarder que la prévention, qui demeure toujours très importante, doit être organisée aux échelles provinciales et nationales. Il n'y a aucune solution miracle en termes de lutte contre la myriophylle apis. J'ai vu dernièrement, après une année de bâchage dans un lac avec la jute, qu'il y a un dépôt important des sédiments sur la jute et la myriophylle apis est en train de joyeusement se réimplanter. Donc, selon nos trouvailles, il faut lutter pour les bonnes raisons, mais pas parce que la myriophylle détruit nos lacs, mais parce qu'elle nuit à notre plaisir d'utiliser le lac. Et on doit utiliser la lutte contre les myriophylle apis pour régler d'autres problèmes à la source et sur nos lacs. Donc, on aurait des effets bénéfiques sur les lacs du Québec si on agit autant à la source que les efforts qu'on veut mettre dans certains cas à la lutte. Merci beaucoup. Je prends vos questions un à un, puis je vais commencer, je vais répondre verbalement, puis on va également faire un retour
sur les questions par écrit par après au besoin. J'ai une question ici de Madame Elisabeth. Est-ce que c'est démontré que l'azote et non le phosphore est l'élément qui limite la croissance du myriophylle? Excellente question. En fait, la myriophylle, selon ce que j'ai lu, puis M. Lavoie peut compléter, peut s'adapter de manière importante. Effectivement, dans le lac Memphremagot, ça a été montré, mais elle est également capable de s'adapter autant à la quantité de phosphore et de l'azote disponible, et elle est également en mesure de prendre ces éléments nutritifs de la colonne d'eau au besoin, comme dans les sédiments. Il va aussi se proliférer de manière plus ou moins importante selon la disponibilité des plantes aquatiques. Une autre question ici, si un lac a de la myriophylle à épi, est-il garanti qu'il y aura envahissement éventuellement de tous les lacs? En fait, M. Piché aussi dit tout de suite, est-ce que ça dépend de la profondeur du lac? Oui, effectivement, en fait, ça dépend beaucoup de la morphométrie de votre lac. Autrement dit, les plantes aquatiques peuvent se proliférer jusqu'à normalement une dizaine de mètres. Ça dépend de combien de lumière qu'ils vont avoir et ça va donc ça dépend de l'état trophique du lac et ça va également dépendre de la façon comment que les gens interviennent sur le lac. Donc, quelles sont les activités sur le lac pour permettre la prolifération de la plante aquatique? Plus qu'il y a du passage dans perturbation des milieux où la myriophylle a été implantée, plus qu'elle va pouvoir se proliférer. Donc non, ce n'est pas garanti. La manière qui fonctionne dans le Maine notamment, c'est qu'ils ont établi des sentinelles bien formées de leur lac pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible lorsqu'il y a présence d'une plante aquatique envahissante. Après ça, les professionnels, notamment en termes de plongée, vont intervenir très rapidement et ils vont pouvoir éradiquer la plante dès le départ. Votre rapport devrait être disponible quand? Donc, votre rapport, en fait, on est en train de travailler sur la revue de la littérature. De ce côté-là, je vais laisser M. Lavoie, il a déjà répondu, on y travaille sur l'article scientifique. Parfait. Et j'ai une autre question ici. Avez-vous des exemples au niveau du processus d'évaluation et d'autorisation pour les interventions au Québec? Bien, il y a plusieurs exemples. Par contre, je vais laisser M. Lavoie répondre à cette question-là par écrit. Ensuite, j'ai une autre question ici. Les oiseaux migrateurs peuvent-ils être responsables de la dispersion du myriophylle d'un lac à un autre? C'est également une question pour M. Lavoie. Et est-ce que la biodiversité est menacée par les myriophylle? Vous parlez surtout des équilibres entre les compartiments de l'écosystème, cyanobactéries, sédiments, macro-invertébrés, mais ça va discuter de l'impact au niveau d'espèces plus précisément. En fait, M. Gauche, on n'a pas trouvé justement de preuves comme de quoi que les cyanobactéries, la myriophylle api, menacent la biodiversité. Il y a tout simplement trop peu d'études à cet effet. En fait, M. Lavoie répond pour les oiseaux, c'est possible qu'ils peuvent contribuer, mais aucune preuve est très improbable comme facteur prépondérant. M. Brabois, existe-t-il un profil type des lacs qui peuvent être infectés et des lacs où les myriophylle ne pourraient pas s'implanter? C'est une très bonne question. En fait, je vous dirais que c'est pas une question de profil de lac. La myriophylle api est connue un peu partout. Par contre, c'est vraiment une question à quel point votre lac est accessible par rapport à des
des embarcations qui viennent des lacs infectés. Monsieur Lavoie donne toute une conférence à ce sujet-là. Donc, plus que vous protégez votre lac des embarcations qui viennent de l'extérieur et qui ont été nettoyées, séchées avant de rentrer, moins que ça soit probable que vous ayez de la myriophylle api à votre lac. Monsieur Ouellet Jobin, question d'ouverture. Qu'en est-il de la lutte sur les cours d'eau? Je m'intéresse à la lutte sur le fleuve et je me demande dans quelle mesure on peut extrapoler vos résultats vers la lutte sur le fleuve. Plus généralement, quelle est votre opinion d'une telle lutte? C'est une très grande question. J'aimerais mieux que M. Lavoie vous revienne ou qu'on réfléchisse un petit peu à la réponse, parce que le fleuve, c'est tout un autre milieu. J'ai une question ici. Est-il vrai que le gel peut détruire si on baisse le niveau des lacs en hiver? Monsieur Lavoie répond, gel, théoriquement oui, mais en pratique déjà essayé et c'est pratiquement impossible d'y parvenir avec étiage artificiel. D'ailleurs, je ne conseille pas du tout d'essayer de vider un lac ou de le faire baisser. En fait, c'est toute une question d'équilibre du lac par rapport à son oxygénation. En fait, je vais vous envoyer une réponse par écrit sur cette question-là, parce que dès qu'on intervient, on baisse et on hausse les niveaux d'un lac de manière artificielle, on intervient sur plein d'autres aspects, inclusivement la disponibilité en oxygène, l'érosion des rives, la réduction de compartiments par rapport à d'autres espèces. Donc, on risque de faire plus de mal que du bien. Donc, ici, une autre question de Nolan Chaumont. Si je comprends bien, le myriophylle est surtout problématique au niveau de l'utilisation d'un plan d'eau par les humains. Absolument. Je me demande alors en quoi l'espèce est plus problématique à ce niveau que des espèces de plantes indigènes. Ben, en fait, elle n'est pas problématique comme les autres espèces de plantes indigènes ne sont pas problématiques. En fait, je pense que c'est beaucoup plus une question d'utilisation de son plan d'eau. C'est-à-dire que si on veut nager dans son plan d'eau puis qu'on a beaucoup de plantes aquatiques, on est un petit peu dégoûté parce on pense plus à des piscines où ce qu'on n'a pas cette barrière-là de la plante aquatique. Mais somme toute, il faut vraiment les voir comme un symptôme d'une problématique plutôt que le problème en lui-même. Donc, réduction à la source, potentiellement une intervention ciblée pour que les gens continuent à garder la jouissance de leur plan d'eau. Mais il faut vraiment se rappeler que les plantes aquatiques en soi sont un petit peu le filtre ultime d'un plan d'eau pour ne pas qu'il vire, si on veut, au vert avec en fait beaucoup de cyanobactéries et d'autres algues. Notamment en Europe et en Asie, on utilise la myriophylle api comme plante épurateur des eaux. Quelle serait, une très belle question ici de Romy Jacob, quelles seraient vos recommandations des mesures de prévention à mettre en œuvre aux échelles provinciales et fédérales? En fait, il faudrait de manière générale, et pas juste pour la myriophylle api, mais pour d'autres espèces qui sont potentiellement même plus problématiques que la myriophylle, comme la moule zébrée, c'est de limiter au maximum la mobilité des embarcations entre les lacs. Et de mettre en place, s'il y a mobilité, c'est d'avoir une mobilité qui est très contrôlée et où ce qu'on met en place à chaque lac des stations de lavage obligatoires à l'entrée et potentiellement à la sortie même de certains lacs. Il faut avoir ce contrôle-là, pas juste pour la myriophylle api, mais pour tout le reste. Mais il faut surtout aussi vraiment se poser la question à quel point qu'on devrait
continuer à permettre la circulation d'embarcations motorisées sur les plans d'eau parce qu'elles créent, en dehors d'importer des problèmes comme des espèces exotiques envahissantes, elles créent des énormes problèmes en termes des vagues, en termes notamment au niveau des bateaux qui font ce qu'on peut faire du wakeboard, qui qui peuvent perturber les sédiments jusqu'à 5 mètres en profondeur et qui peuvent créer des vagues qui érodent les rives jusqu'à 300 mètres à distance de la rive. Une autre question ici, le pH de l'eau est-il un facteur limitatif, lac alcalin versus acide? En fait, le pH est un élément important sur tous les échanges d'ions et d'autres dans un lac lui-même avec les plantes aquatiques versus les sédiments. Donc, c'est un facteur qui influence sur toute la biologie du lac. Par rapport à la myriophylle à épi, c'est de voir, je ne sais pas si M. Lavoie peut répondre, parce que je ne sais pas à quel point que les pH, on a trouvé quelque chose sur le pH limitatif par rapport au lac. Je ne pense pas. Monsieur Lavoie commente ici, avoir du myriophylle n'est pas un si gros problème. N'avoir que du myriophylle de façon massive est là où se trouve le problème et il faudrait potentiellement agir. Parfait, j'ai... OK. Justement, j'ai une petite réponse ici. pH, myriophylle de préférence des lacs plutôt alcalins, mais c'est une espèce assez plastique. Autrement dit, c'est une espèce qui qui s'adapte à beaucoup de milieux. J'ai une question ici d'Elisabeth. Pour revenir sur l'effet possible de la libération des polyphénols par les myriophylle à épi et son effet possible sur l'abondance des cyanobactéries. Est-ce qu'au lac Saint-Charles, vous mesurez la concentration de polyphénols dans l'eau? Non, pas encore. C'est très complexe à faire comme analyse, les polyphénols qui sont émis par la myriophylle à épi, mais nous sommes en train de mettre en place un projet de recherche à cet effet, donc en espérant que nous allons vous revenir là-dessus. Et vous mentionnez également, j'ai l'impression que nous, au lac Bromont, c'est le contraire qui se passe, mais nous avons aussi le traitement Foslock qui change les paramètres. Effectivement, on pourrait en reparler notamment par rapport aux effets, les effets concomitants de faire des interventions comme mettre le Foslock. Vincent Piette, donc c'est le caractère envahissant par rapport à d'autres plantes qui se multiplient moins que le réel problème. Je ne suis pas tout à fait certaine de comprendre la partie M. Piette parce que, en fait, le réel problème, il est dans la perception, c'est-à-dire dans l'utilisation du lac et dans le fait que si on a une multiplication de ces plantes aquatiques-là, de manière générale, c'est que c'est un symptôme également qu'on est dans un milieu déséquilibré avec trop d'apport d'éléments nutritifs. Donc, il va falloir agir également à la source. Une question ici de M. Gauche. Peut-on anticiper la faculté du myriophylle à occuper 100% de la végétation plutôt que de s'implanter tranquillement dans la communauté? Cela permettrait d'être plus vigilant sur certains lacs, non. Monsieur Lavoie répond très bien, à ce moment, non. Manque terrible de données. Par contre, moi, je peux vous répondre pour le lac Saint-Charles, qui est vraiment très suivi, où on a des inventaires détaillés de manière régulière sur les plantes aquatiques. Et en fait, même dans les zones où la myriophylle à épi s'implante, elle n'a pas complètement... En fait, les plantes indigènes qui étaient au lac Saint-Charles sont toujours là. Toutes les espèces y sont toujours, mais comme la myriophylle à épi, elles ont pris beaucoup d'expansion. Le myriophylle a pris plus de place, mais pas nécessairement au détriment des autres espèces.
Monsieur Gauche, le myriophile est un mal-aimé. Euh, c'est effectivement, moi, je ne voudrais pas l'avoir dans mon lac non plus. Je vais le dire comme Monsieur Lavoie, tout simplement parce que c'est pas agréable. Moi, j'adore aller me baigner dans un lac. J'ai un chalet sur le bord d'un lac. Mais on fait tout, vraiment tout, pour éviter que ça arrive. Notre municipalité est en train de mettre en place un règlement pour le faire, mais ça serait bien d'avoir un règlement justement au niveau qui englobe l'ensemble de la province pour que ça soit cohérent, pour que ça soit que les municipalités soient pas prises avec le défi d'avoir à développer leur propre réglementation et en plus de se la faire contester potentiellement. Il faudrait également que, si on parle justement de prévention, d'avoir de l'aide par rapport à la navigation qui ne devrait, à mon sens, pas être une question au niveau fédéral, mais que ça devrait être une question de prise en charge par la province pour réduire la navigation en propulsion mécanique, notamment sur des plus petits plans d'eau qui ne sont pas adaptés à toutes les activités. Et que, ultimement, quand on fait une lutte en soi, c'est de la faire avec des experts, avec des gens qui vous promettent pas des miracles, et aussi en utilisant, comme je l'ai dit dans ma conclusion, de vraiment se servir de ce mal, de la myriophilie, de cette lutte, si on veut la faire, pour régler tous les autres problèmes à la source qu'on a, comme par exemple l'excès d'apport en éléments nutritifs, qui probablement devient un problème de plus en plus criant avec la COVID, où ce que les gens s'installent davantage à long terme ou à temps plein dans leur chalet de villégiature, qu'il faut vraiment être très vigilant présentement, à mon sens, par rapport à cet engouement pour les lacs, où ce que les gens vont s'installer sans même avertir la municipalité qui sont maintenant là à temps plein. Donc, les vidanges qui se fait encore en fonction d'un chalet occupé de manière temporaire, qu'il y a de plus en plus de visites à ces lacs-là. Donc, faut être vigilant par rapport aux eaux usées. Il faut être vigilant par rapport à le développement accru, sachant que si on a une augmentation de plantes aquatiques tout azimut dans un lac ou une prolifération de cyanobactéries, c'est parce que la charge est trop importante. Donc, il faut réduire de ce côté-là. Et je vous invite absolument de voir le webinaire de Monsieur Lavoie sur les détails de la lutte et la lutte faite de manière intelligente si on l'a fait. J'ai une dernière question ici de Monsieur Piette. Pour une même concentration d'éléments nutritifs, le myriophylle se reproduit-il plus que d'autres plantes aquatiques? Monsieur Lavoie dit probable, mais il y a d'autres raisons aussi. Moi, je vous dirais même qu'il y en a beaucoup d'autres raisons. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment une question de morphométrie du lac. C'est une question de transparence du lac. C'est une question quels sont les autres types de plantes qui sont en place. Et il y a également la question sur la forme dans laquelle les éléments nutritifs sont présents. Et ça aussi, beaucoup de... je vous dirais, il y a toute une question aussi si votre lac au départ est oligotrophe, mésotrophe ou eutrophe. Et il y a aussi une question qu'on peut avoir toute une prolifération de plantes ou sur un secteur, mais qui deviennent plus denses parce qu'ils ont plus d'éléments nutritifs, puis il y a la même quantité de prolifération, mais qui ont l'air, sont moins denses parce qu'on a moins d'éléments nutritifs à la base, donc c'est juste moins, je vous dirais, moins fourni pour le même endroit. Là, j'ai pas d'autres questions, à moins que quelqu'un veuille intervenir. Mais juste comme mot de conclusion, d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre présence, votre intérêt. La présentation va être disponible. En mot de conclusion, j'aimerais vous dire, votre lac n'est pas toute seule. C'est comme un corps humain très,
très complexe et qu'on doit faire attention à ce qui rentre. Il faut le garder en santé de manière globale. Il faut réduire le ruissellement des eaux pluviales. Il faut faire attention aux apports en éléments nutritifs pour les installations septiques. Il ne faut pas utiliser aucun engrais, herbicide, pesticide dans son bassin versant, à moins que ça serve à quelque chose de très, très spécifique, comme l'agriculture, où au moins ça nous amène des éléments nutritifs, la nutrition, parce que la plupart des lacs de villégiature dans lesquels que je travaille n'ont même pas d'agriculture, puis sont prises avec tous ces problèmes de surnutrition qui viennent avec. Il faut faire attention comment on le traite son lac. Donc, on vous invite à avoir un plan holistique et intégré et long terme pour protéger vos lacs. Merci beaucoup.